D'accord, vous étiez convaincu qu'il allait débarquer à Paris, mais est-ce que vous imaginiez qu'à peine il aurait posé le pied dans la capitale, il voudrait faire comme vous du théâtre? Mais j'ai jamais pensé qu'il pouvait faire autre chose que du théâtre. À peine il bougeait, il exprimait tout avec une force, avec une conviction. Il est un acteur naturel, même sans parler. Gérard était fait pour ce métier, il ne le savait pas, c'est tout. Les rencontres, les conjonctions se sont faites à ce moment-là parce que c'était pas possible qu'il en soit autrement. Squattant chez Michel Pilorget, vivant d'expédients, le fait est que Gérard Depardieu se sent immédiatement à l'aise dans son nouveau costume. Au culot, il se dit apprenti comédien et la petite imposture fait merveille. Au bout d'assez peu de temps, Gérard avait rencontré tout le monde. C'était inouï. La première année, il connaissait Agnès Varda. Par Agnès Varda, il allait rue de Parcieux, je crois qu'elle habitait. Il a rencontré René, il a rencontré tout le monde. C'est incroyable. Et tout le monde le connaissait. Il me dit, oh, je suis le garde du corps de Pierre Brasseur. Je dis, arrête. Je dis, je te jure, il l'a rencontré. Et il me dit, il faut que je sois à côté de lui pour le protéger quand il est bourré. Je dis, fais gaffe parce que toi aussi, t'es souvent bourré. Ayant en cela pris modèle sur son père, Gérard traînait en effet dans les bars depuis son adolescence. Boire plus que de raison faisait partie du personnage qu'il jouait déjà à Châteauroux, à mi-chemin entre le cow-boy et le corsaire. Cela étant, à Paris, il n'était pas question de s'en contenter, et son arrivée tonitruante au cours de théâtre de Jean-Laurent Cochet allait lui permettre de passer à la vitesse supérieure en se trouvant pour la seconde fois un nouveau père. La secrétaire du théâtre arrive juste avant le cours pour me dire « Ne vous étonnez pas, vous allez voir débarquer quelques sauvages, mais ils ont été très gentils. » Bon, je me dis, je verrai bien ce que ça veut dire. Et au bout de cette grande salle en longueur, je vois entrer 4 garçons. Vraiment, il me manquait que les costumes pour se mettre comme ça, vous voyez, et nous jouer leur entrée à l'américaine. C'était Gérard, avec les bottes à la mode à l'époque pour les jeunes, vous savez, en poil de yak ou je ne sais quoi. Bon. Pilorget et 2 autres garçons. Gérard était la beauté même. C'était un viking. Et je me suis rien dit de particulier. Je me suis pas dit, ce sera une star, naturellement. Mais celui-là, s'il a les qualités nécessaires pour justifier ce physique, alors vous pensez, si je m'en souviens, cette entrée fulgurante dans mon univers, c'est vraiment inoubliable. Il parle de sa rencontre avec vous comme d'une seconde naissance. Qu'est-ce que vous lui avez appris exactement? Simplement, alors qu'il était complètement ignare en la matière, je ne sais même pas s'il avait déjà lu quoi que ce soit, en lui faisant découvrir les textes. Et il apprenait, et il nous restituait ça. Ça s'est passé mieux que pour quelques autres, parce que ça résonnait déjà en lui, à travers les grands textes. On a commencé à déchiffrer les Caligula. Après, on a déchiffré un poème. Après, j'ai déchiffré Pyrrhus, enfin Andromaque. C'était vraiment tout neuf pour moi. Je savais pas du tout si c'était du lard ou du cochon, ce qu'on me demandait de faire. Démentiel. Parce qu'il y avait des mots que je comprenais pas du tout. Quand, sur Néron, que dis-je, aimais, j'idolâtre Junie, moi je croyais que Junie jaillissait de l'âtre, du feu. Ça doit être un amour terrible. S'il la voit sortir du feu, il le prend. Alors, voilà, je pensais à ça. Finalement, c'était pas loin de la réalité. Lui, depuis toujours, a cette chose en plus qui est l'amour des mots, l'amour de la littérature, l'amour du littéraire. Je pense que Depardieu, c'est le texte avant tout. C'est le fait de travailler de la matière littéraire, des mots. Les mots qui lui ont tellement manqué quand il était petit. Et vis-à-vis desquels il s'est rattrapé avec une espèce de fureur de l'autodidacte. Et puis aussi son génie propre. Parce qu'on peut avoir été déscolarisé, donc avoir grandi sans être en contact avec la chose littéraire ou les mots, et ne jamais pouvoir rattraper ce fossé-là. Sauf, il se trouve que lui avait cette intelligence, ce goût-là, ce génie-là. Grâce à Jean-Laurent Cochet, Depardieu commence à jouer au théâtre
obtenant en 1967 un premier rôle dans Boudu sauvé des eaux, puis en 1969, Cochet l'impose dans Les Garçons de la bande, où il rafle la mise. Pour la première fois, dira Gérard Depardieu, je lis des mots élogieux sur un type qui porte le même nom que moi. Il faut dire que la performance est étonnante, puisque le personnage qu'il interprète sur scène ne dit quasiment pas un mot. Le public comprenait ce qu'il pensait à travers ses regards. On pourrait dire d'ailleurs à travers son dos, quand il était de dos, qu'il entendait certaines choses et que ça lui faisait faire. Bon, on ne regardait que lui. Ce n'est bien évidemment pas un hasard si Gérard Depardieu se retrouve magistral dans ce rôle muet. Le silence de son père continue de l'habiter. Quand Gérard parle, il est comme lui, inaudible. Pour sa première apparition à l'écran, dans Le Beatnik et le Minet de Roger Linhart, il bafouille, il bégaye, et le réalisateur doit le faire doubler au montage par quelqu'un d'autre. Oh non, il y eut Diogène, un fameux beatnik. Et surtout notre maître à tous, Homère, qui allait... Par mimétisme, le symptôme paternel est devenu le sien. Homère, premier des troubadours. Je parlais pas parce que j'étais trop... je sais pas, j'avais un petit blocage de la parole, j'étais trop ému. Et ça se manifestait généralement par des choses physiques, quoi. Il fallait que je bouscule ou que... voilà. Gérard s'est exprimé par onomatopée, par borborisme. Comme il ne pouvait pas dire énormément de mots à la suite les uns des autres, le corps s'exprimait. Il faisait des grands gestes, il faisait des mouvements. Avec ce grand corps, cette force qu'il avait, c'était vachement impressionnant. La direction croit devoir avertir Monsieur Gabriel Lafayette que son rythme cardiaque vient de franchir la cote d'alerte. Merci. Mafou. 4, 3, 2, 1, 0. C'est ici qu'on peut comprendre un autre des moments clés de la jeunesse de Gérard Depardieu. La véritable expérience mystique qu'il connaît un soir à l'Olympia. Accompagnant des amis musulmans, il assiste au seul concert jamais donné en France par Kalsoum, l'astre de l'Orient, et en écoutant la voix saisissante de cette femme, il est foudroyé. Foudroyé par une émotion à nulle autre pareille. Et comme touché par la grâce, il décide de se convertir à l'islam. C'est une conversion qui n'a pas duré sur le temps, mais qui était sans doute très sincère. Il y avait chez les soufis, chez les spirituels de ces religions, ils sont très attirants parce que justement, ils aiment sans parler. Ils ont une capacité à développer de l'amour sans les mots, sans le dire. Musulman pendant presque 2 ans, Gérard Depardieu fréquente la mosquée de Paris, lit le Coran, fait ses prières 5 fois par jour et trouve dans la méditation religieuse une certaine sérénité. C'est pas parce qu'il n'avait pas de mots à sa disposition qu'il n'était pas rempli de mots à l'intérieur et qu'il n'était pas rempli d'émotions jusqu'à la gueule et qu'il n'était pas rempli d'un volcan, d'expressivité qui avait besoin de sortir. Ne pas avoir le langage, ça ne veut pas dire qu'on ne ressent rien. Je pense que ce type était et est toujours, et avant toute chose, un volcan d'émotions et un écorché vif. Cet écorché vif, à qui, comme son père, la parole fait défaut, Jean-Laurent Cochet ne veut pas le laisser en plan. Il expédie alors chez Alfred Tomatis, un spécialiste des troubles de l'audition et du langage, qui avait mis au point une méthode supposée révolutionnaire. Et 20 ans plus tard, Gérard Depardieu en parle encore comme d'un sauveur, sinon comme d'un autre père. J'ai travaillé avec ce professeur qui a fait une audiométrie, qui a vu ce que je pouvais entendre, ce que je pouvais émettre.
Et il a vu aussi mes problèmes de langage, que je ne pouvais pas terminer une phrase, ou que j'avais des blocages émotionnels trop violents qui m'empêchaient de communiquer véritablement. Il m'a parlé beaucoup, il m'a fait écouter Mozart. Tous les jours, j'y allais. En général, il faut se servir ces appareils une demi-heure. Moi, j'y allais des après-midi, j'étais sonné après, mais je ne me rendais pas compte. Sonné, mais sauvé. Sauvé par le langage. Sans le langage, Depardieu ne serait pas devenu ce qu'il est. Peut-être serait-il devenu un acteur physique et sans doute très doué dans sa gestuelle, dans sa façon d'être. Mais le langage est aussi ce qui le caractérise au plus profond, aujourd'hui encore. Le langage, c'est-à-dire une certaine façon de porter la langue, les mots, la voix, l'intonation, qui fait que c'est le plus grand acteur. Que Gérard Depardieu sera un jour le plus grand acteur, quelqu'un en a très tôt l'intuition, une femme, qui assiste au même cours de théâtre que lui. J'ai tout de suite été interloquée, parce qu'il avait une manière à lui, il faut que je lui raconte quelque chose, parce que c'était au cours, et il a passé une scène de Caligula. Ils sont arrivés avec 2 copains à lui, ils avaient plutôt l'air de loulous de banlieue, de casseurs, que d'apprentis comédiens. Ils ont passé une scène et à un moment donné, Gérard était tellement, bon tu sais comment il est, ému, une force de la nature et tout. Il prend son copain, il le pousse sur la chaise et la chaise s'écroule, tellement il était avec moi. Et puis toute la scène s'est passée comme ça. Mais c'était insensé parce qu'il ne comprenait peut-être pas tout ce qu'il disait, mais il y avait une telle énergie, une telle force, tu vois. Moi, j'avais jamais vu ça. Jamais. Jamais. Ne pouvant croire à l'effet qu'il produit sur Élisabeth, Gérard n'ose pas lui parler, à peine la regarder. Et pas un instant, il n'imagine qu'elle pourrait tomber amoureuse de lui. J'ai toujours été impressionné par cette fille, qui avait beaucoup plus de maturité que nous, qui était une comédienne formidable. Elle nous montrait le chemin. Quand elle s'est entichée de Gérard, elle l'a enlevé. Et je l'ai vu faire. J'étais à côté. Je vois... Élisabeth a pris la grosse paluche de Gérard, la grosse main de Gérard, elle était au théâtre, et elle a pris comme ça dans sa petite main menue, c'est un sac, Élisabeth est toute petite, comme ça. Elle l'a serré, elle l'a empêché de repartir. Qu'elle est arrivée au moment où elle pouvait parfaire ce qui était en train de s'épanouir chez lui sur le plan, disons, de l'intellect, on se comprend, pour équilibrer encore davantage l'animal dans le sens le plus noble du terme, avec le chasseur. Je crois que c'était celle qui pouvait le mieux le guider. Je suis trahi par une perfection tout à fait antinaturelle et qui transparaîtra, j'en suis sûr, à travers tous mes actes. Qu'est-ce que vous dites? Écrase de net. Réserve ça pour les savants. Ça leur fera tellement plaisir. Ce qui se passe avec Élisabeth reproduit ce qui s'est passé avec les Brossard, puis avec Jean-Laurent Cochet ou Alfred Tomatis. Qu'une telle femme s'intéresse à lui bouleverse Depardieu.